À Monaco, au cœur du carré d'or, la fine fleur de la création joaillière s'est donné rendez-vous au premier salon international dédié aux bijoux vintage et contemporains, Joya. Un événement très sélect à l'invitation de deux amis de longue date, deux passionnés de l'univers du bijou d'artiste, Delphine Pastor-Reis et Vanessa Markowski. Quel comité d'accueil! Bonjour Delphine Pastor. Bonjour Yann Anthony. Bonjour Vanessa Markowski. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. On va voir beaucoup de joyaux, là on va voir des bijoux. On va voir des joyaux avec une définition plus large de la joaillerie. D'accord. Allez, J'ai hâte. Joya, j'ai compris, c'est la joie, c'est le joyau. Mais donc, il y a une dizaine d'exposants, a priori. Exact. Et ce sont quoi, des bijoux commerciaux? C'est à l'opposé du bijou commercial. Ok. C'est plutôt le bijou de collection, le bijou vintage, Exclusif, singulier, d'artiste. contemporain. Donc là, je vais voir une dizaine d'artistes. Dizaines d'univers. Tu vas voir des spécialistes du bijou ancien, donc plutôt des marchands galeristes, des designers contemporains. Et ça, des foires comme ça n'existe pas Je crois que c'est la première. Oui, c'est la première. Dans ce format-là, en tous les cas, format-là. on ne connaît pas l'existence d'autres foires dans ce Les autres format-là foires, où il y a aussi une dimension. C'est des foires beaucoup plus importantes qui sont presque plus dédiées aux professionnels qu'aux particuliers. Là, d'accord. Donc les autres foires, c'est pour les professionnels, c'est des salons quoi de gémologie. Enfin, j'en sais rien. Exactement, sur les pierres, la gémologie, voilà, c'est beaucoup plus vaste. Ok. Et là, il y a une vraie sélection. Là, c'est niche. Niche. Et puis on a apporté une dimension culturelle à ce salon qui lui donne une particularité et quelque chose d'unique finalement. On a développé une identité qui stimule l'essence. Bon, et finalement, on va découvrir quoi? Plein de surprises et entre autres, Yann Anthony, est-ce que tu connais le trésor de Monaco? Je l'ai devant moi, non? Non. Non. Je vais voir le trésor de Monaco. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'architecture et la scénographie de l'événement. Ici, pas de stand classique, mais des manchettes géantes en aluminium galvanisé. On bouscule les codes. On est dans un événement artistique, culturel et historique. Bonjour. Enchanté. Et donc vous êtes archéologue? Archéologue, oui, au musée d'anthropologie préhistorique. C'est quoi le trésor de Monaco? Le trésor de Monaco, en fait, c'est des pièces archéologiques qui datent du IIIe siècle après Jésus-Christ, de l'Empire romain, qui ont été découvertes à Monaco, au virage de la Rascasse à l'heure actuelle. D'accord. Et en 1879. C'est laquelle? C'est celle-ci. C'est un bracelet en jet avec le fermoir en or. Le jet, c'est une sorte de matière, de lignite, c'est une sorte de charbon naturel. Et ça date du IIIe siècle après Jésus-Christ et trouvé à Monaco. Donc ça, c'était un bracelet de femme? De femmes, sans doute. Sans doute, à ces périodes-là, c'était sans doute des femmes. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres bracelets, il y avait des monnaies en or qui étaient associées à ce bracelet et un buste qu'on peut revoir là, qui était associé. Et pourquoi est-ce que c'est un trésor? Pourquoi est-ce que c'est une pièce exceptionnelle? Parce que c'est unique. Dans les collections de Monaco, c'est unique. Ce genre de pièces aussi élaborées, aussi richement, et même cette concentration de pièces aussi riches en or, c'est assez unique. Alors ça, c'est un bijou exceptionnel, c'est l'un des trésors de Monaco, mais c'est quand même pas la pièce la plus ancienne que vous ayez dans cette vitrine. Il y a d'autres trésors. Je vois par exemple... Il y a d'autres trésors, oui. Ça, c'est une dent. Voilà. Mais je vois moins 25 000 ans. C'est le plus vieux bijou qu'on ait retrouvé à Monaco. Donc une dent, c'est un bijou? Alors ça, on le perçoit parce qu'on a un trou au milieu. Oui. Vous voyez? Donc c'est un trou qui a été fait par ce qu'on appelait les hommes de Cro-Magnon, les premiers Homo sapiens, qui sont venus à Monaco dans la grotte de l'Observatoire. Et l'homme, à l'époque, a dû le perdre. Et on l'a retrouvé pendant les fouilles. Donc ce bijou était soit suspendu, mais il pouvait être aussi attaché aux vêtements. On connaît même des coiffes faites avec des coquillages et ce type de bijoux qui pendent tout autour. Et vous avez un autre exemple qui provient d'un site, le collier que vous voyez en bas, où on voit ces mêmes perles en dents de cerf qui sont entrecoupées par des perles en vertèbres de poisson. Et ça aussi, ça a 25 000 ans et ça a été trouvé au Balzir aussi, donc à une dizaine de kilomètres d'ici. D'accord.
Il y avait des cerfs ici? Oui, il y avait des cerfs. Si je vous racontais tous les animaux qui pouvaient traîner à Monaco à l'époque. on avait du lion des cavernes, on avait de l'ours des cavernes, on avait de la hyène, on avait du mammouth. Ils sont tous passés. Et du cerf, bien entendu, et du cheval, du bison. Ça, ce sont les pièces exceptionnelles dont vous disposez, ou c'est l'ensemble de votre collection en termes de bijoux anciens? On en a beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. On a des milliers de pièces. D'accord. Mais celles-ci sont un peu emblématiques et présentées de manière assez exceptionnelle. Hein. Il y a des bijoux qui remontent à 25 000 ans, trouvés à Monaco, quand même. C'est extraordinaire. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le bijou est la première expression artistique. Et les fresques, les peintures murales dans Non, les le grottes. bijou est antérieur. Avant ça. Avant ça. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un tricoptère. D'accord. Un tricoptère. C'est quoi un tricoptère? Un petit insecte qui vit au fond des rivières et qui se constitue une carapace avec des petits gravillons, ça, des petits morceaux de pas ça. bois. Ça, c'est pas l'insecte. Ça, Alors c'est la non, carapace. Ça, c'est sa carapace qui quitte. Donc, il en constitue plusieurs. Incroyable. Et cet artiste, Hubert Duprat, voilà, l'a isolé dans un aquarium et lui a donné des petits métaux autour de lui. Donc, il a constitué sa carapace avec des Donc, il y a des l'artiste, Monsieur Duprat. c'est voilà. Et il y a Mais surtout l'artisan, c'est un insecte. le joaillier dans ce cas-là, Au fond de l'eau. le tricoptère, oui. Et ça, c'est unique? Ou je veux dire, ça avait Non, déjà il y a été plus- fait de faire travailler comme ça des animaux? En tous les cas, le tricoptère, je crois que c'est la tricoptère, première fois. Il travaille toujours avec les matières qu'il trouve habituellement, mais comme ça, si précieusement, c'est la première fois. Delphine et Vanessa ne sont pas que des passionnés du bijou, ce sont des expertes. La première est une grande collectionneuse d'art et la seconde connaît le monde des maisons de vente sur le bout des doigts. Grâce C'est à des années de recherche et de collaboration toutes les deux. Tu sais, notre histoire remonte à plusieurs années puisqu'on se connaît depuis toute petite. On a grandi ensemble à Monaco et puis on a collaboré pendant plus de 15 ans au sein de la galerie 11 Columbia. Alors peut-être que si je veux en savoir autant que vous, peut-être que je peux aller à l'école. Exactement, et la meilleure, l'école des arts joailliers. Bonjour madame. Élise, vous pourriez me prendre moi comme étudiant? Ouais, on accepte tout le monde comme étudiant Carrément. à l'école des Carrément. arts joailliers et surtout les curieux. Les D'accord. curieux du bijou Ouais. qui ont envie, comme on le propose, de regarder la joaillerie comme une forme d'art. Alors vu que vous faites autorité, que vous êtes un peu la professeure là, le salon Joya, parce que quand je parle à ces deux dames, elles me disent oui, c'est une première mondiale, ça n'existait pas avant. C'est le cas? C'est vrai. Ouais. Ça manquait. On est heureux de découvrir ces artistes et ces galeries qui présentent des pièces exceptionnelles, que ce soit des pièces historiques qui témoignent en fait de grands courants de la joaillerie, de savoir-faire exceptionnel et des artistes contemporains aussi qui apportent quelque chose de nouveau. Mais alors Élise, si je deviens étudiant chez vous, Oui. déjà depuis Monaco, je peux le faire ou vous êtes à Paris vous? Il faut On que j'aille- est il à faut- Paris, mais Ouais. on voyage. D'ailleurs, on Ouais. est à Monaco pour le salon Ouais. Joya. On a des podcasts, c'est Ouais. La Voix des bijoux, Ouais. en français et en anglais, D'accord. avec déjà 5 saisons, dont une saison sur la perle, qui est notre thème de Ah prédilection oui, alors qu'est-ce que en je ce peux moment. apprendre si j'écoute la voix des bijoux? Vous allez apprendre, par exemple, qu'Elisabeth Taylor a été propriétaire d'une magnifique perle qui s'appelle la Peregrina, mais qui a appartenu à des reines avant elle, D'accord. et qui a été croquée par son petit chien. Ah, la perle? Ouais. Ah oui. Vous voyez, il y a des anecdotes amusantes. Donc la perle est fragile, très La fragile, perle est fragile. contrairement au diamant. Alors c'est passionnant, je vois que votre école est soutenue par Van Cleef, mais vous formez des joailliers, vous formez des clients et clientes pour leur apprendre ce que c'est que l'art joaillier, c'est quoi? Alors, Van Cleef & Arpels est notre mécène. C'est un joaillier pour qui la transmission est très importante, C'est puisque ça. le métier de joaillier et toutes les expertises qui y sont liées sont des métiers de transmission et de passion. Bon, et vous qui voyez tout, là pour l'instant on a vu le musée d'anthropologie préhistorique monégasque. Ouais. On a vu un tricoptère Oui, qui fait des carapaces qui est en un or. joaillier, un insecte joaillier Maintenant on va aller incroyable. voir les exposants. Oui. D'accord. Là, le niveau, c'est bien. Enfin, je vous parlais devant les deux organisatrices, mais on va voir des pièces exceptionnelles ou pas? Oui, vous allez voir des pièces exceptionnelles et vous allez vous régaler. C'est vrai.
je vous propose un truc. Parce que je vois que vous avez une dizaine d'exposants magnifiques avec beaucoup de beaux bijoux. Alors attention, rêve de petite fille. Vous avez le droit de repartir. Non, bah alors c'est hypothétique, hein, mais lequel vous pouvez choisir. Ça va Si dire de vous choisir. pouviez repartir avec un des bijoux, chacune, l'une et l'autre. Donc je propose qu'on envoie 4-5 et puis vous me dites après, d'accord? D'accord. Allez, alors on commence par... Ici, pas de rivière de diamants, pas de bling-bling. C'est un voyage d'exception entre bijoux vintage et créations contemporaines. Les visiteurs sont des amateurs éclairés, parfois même des collectionneurs. On commence par les bijoux baroques d'Elitop. Il se décrit lui-même comme un self-made designer. Avant les bijoux, il a commencé dans la mode, auprès de Monsieur Yves Saint Laurent, puis au sein de la maison Lanvin. Non, je fais les choses les plus personnelles possibles, mais il y a des choses qui sont très reconnaissables dans mon style, qui est plus précisément un mélange de temporalité où j'aime bien jouer avec le passé, avec le présent. Comme c'est fermé, ça a l'air comme ça d'une pièce assez contemporaine, très simple, très épurée. Et puis on peut l'ouvrir et puis avoir une chose très contrastée, avec quelque chose de beaucoup plus précieux à l'intérieur, qui ressemble un peu à une bague de fiançailles ancienne qu'on aurait réintégrée dans une pièce contemporaine, en fait. C'était aussi pour jouer de ces contrastes-là. Le trésor caché. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est pas une reverso, hein, c'est un dôme, c'est en une or sphère qui coulisse dans un dôme en argent, en fait. Il y a un double jeu avec un trésor à l'intérieur, puis après, il y a infiniment de variations autour de ça. Ça, c'est un bracelet, par exemple, sur la même idée, et puis hop, après, vous avez les émeraudes et les diamants à l'intérieur. Et ça donne aussi à la femme l'opportunité, selon la manière dont elle est habillée, selon les circonstances, selon son humeur, elle a envie de porter quelque chose de très épuré, elle a envie de quelque chose de beaucoup plus fantaisiste, mais c'est sur le même bijou. Est-ce que c'est vous qui avez inventé ce... Inventé, je sais pas, c'est aussi nourri de choses du passé, un peu des bagues à poison, des choses comme ça, où il y avait des bijoux secrets pendant la Renaissance et tout ça, donc c'est un peu nourri de toutes ces choses-là, mais dans une version contemporaine, quoi. Alors je vois que vous avez aussi un joli bracelet. Oui, alors là c'est très différent. Parce que ça fait partie d'un autre thème qui s'appelle la Dame du Lac. Ce sont les dernières versions de la Dame du Lac qui sont des pièces en couleur. Mais l'esprit de la Dame du Lac, c'est la magicienne qui a remis Excalibur au roi Arthur. Donc je m'étais beaucoup plongé dans les légendes arthuriennes avec l'idée de remettre aux femmes des pièces de protection, de pouvoir, enfin de leur faire une armure, mais une armure un peu brillante. Donc c'était cette histoire-là, et là on vient de sortir ces nouvelles pièces qui sont des mélanges de couleurs que j'avais jamais vraiment abordées jusque-là. Donc vous avez un mélange d'améthyste, de grenat, tanzanite, perles, or rose, argent, diamant. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme un petit Kinder Surprise, vous voyez, à la fabrication. Et ça c'était un peu les bijoux de combattantes à l'époque. C'est des nouvelles Amazones comme ça. C'est ça, les Amazones. Et puis à l'intérieur, pour adoucir quand même le tout, j'avais retravaillé un peu dans le goût des bijoux indiens, mais aussi dans l'idée des enluminures du Moyen-Âge et tout ça. C'est les fleurs et toute la douceur est cachée. Donc la femme qui le porte le sait, elle a ça contre sa peau, et l'extérieur est quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Ça, c'est une pièce unique? Ça, c'est une pièce unique. J'ai fait une autre version de couleur pour l'instant. Il y avait 2 versions. Merci beaucoup. Parce qu'on est parti dans une quête. Vous parliez d'aventure. On est dans une quête pour savoir quel bijou. Elles doivent en choisir 10. Ces dames aimeraient choisir. Emmanuel, est-ce que je peux te prendre 2 secondes? Pardon, bonjour. Il paraît que c'est votre œuvre, ces structures. En fait, en partie, oui. D'accord. Ouais. Et alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'était de créer des stands, des booths, qui ne soient pas des booths, donc pas des box, les boîtes carrées, pour fermées. Pour que ça fasse hall d'exposition justement, classique. donc c'était l'idée de faire une foire qui n'a pas l'air d'être une foire. D'accord. Non, effectivement, de créer un espace ou un système spatial qui subdivise le grand espace en petites portions, mais qui est quand même une connexion, une continuité, une fluidité de l'espace. Donc, pour qu'il y ait des écrins et qu'on passe... Des écrins comme ça circulaires qui découpent l'espace. Donc on est protégé mais ouvert à la fois. Et aussi pour établir une notion de contraste. Contraste à l'image que nous avons peut-être d'une foire, mais aussi un contraste
vis-à-vis de la salle dans laquelle on est. D'accord. Qui est une Donc la belle salle, ce sont les dorures. Les dorures, c'est la grande proportion, la grandeur. Et puis après, il y a quelque chose de presque industriel. Et là, c'est intéressant. Donc, on parle effectivement d'une architecture temporaire, si vous voulez. Et il y a une réflexion sur la construction qui est assez pertinente. C'est des modules. Donc, c'est un assemblage, en fait, de ces panneaux, légèrement courbes. Donc, c'est assez soigné comme détail. Et après, ces modules sont assemblés selon les besoins. Donc, il y a le potentiel et l'idée de réaménager dans d'autres situations. Donc, effectivement, la flexibilité et la durabilité du système. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de le réutiliser ailleurs, dans d'autres foires. Parce que là, c'est pas un one-shot. C'est-à-dire que ça a été fait pour l'occasion, pour Joya, mais ça va être réutilisé ailleurs. Oui, même parce qu'on ne sait pas si on va répéter ici. Ouais. Mais vous êtes architecte? Oui, moi je suis architecte. Vous faites quoi d'habitude? Moi je fais des bâtiments, moi je fais des maisons, moi je fais des écrins métalliques, mais pas très souvent. Des écrins métalliques pour des foires de joaillerie artistique. C'est quand même. Moi je connaissais pas tellement le monde des bijoux, pour être un peu le monde de l'art, oui, des foires. Donc le display, donc je fais des musées, donc il y a effectivement un peu la réflexion sur l'espace de l'exposition, la lumière, tout ceci, oui, il a une expérience, mais quand même avec les bijoux, les vitrines, c'était quand même une expérience assez nouvelle et fraîche, un peu osée peut-être, mais ce qui est intéressant, si je peux rajouter, c'est donc la matérialité. Hein. Il y a les moquettes, il y a une espèce d'élégance et softness dans l'espace. Mais à l'image de nos hôtesses, à l'image des organisatrices de cet événement, et du coup, vous mettez du métal un peu tranchant comme ça, mais ce qui est intéressant, il y a quelque chose de heavy metal. Oui, justement. On a rigolé, c'est un peu heavy metal, mais c'est quand même un peu soft à la fois, non? C'est doux. Et avec le réfléchissement de la lumière, c'est assez raffiné. On a eu un peu de chance, je crois, parce que c'est pas toujours évident d'anticiper tous les effets qu'on produit. Mais là, avec cette lumière, c'est un peu comme des bijoux finalement, non? C'est dur et mou à la fois. Côté pierre, côté c'est cold and cool, mais aussi un peu hot, et comme des bijoux, effectivement, parce que le matériau, c'est le métal, c'est le métal. Écoutez, on va continuer notre déambulation, parce que ces dames ont une mission importante, il faut qu'elles choisissent un bijou. Alors, allez-y. Les écrins sont ouverts. À vous. Notre déambulation joyeuse va désormais nous conduire vers les trouvailles antiques rassemblées par la maison familiale Penisi. Alors là, on va vous amener à Milan, à la Joierie Penisi, une maison historique depuis le début du XXe siècle. Emanuele Penisi, bonjour. Enchanté. Je vois que ce sont de beaux objets historiques. Oui, bon, on vient de l'Italie, on a décidé de porter une collection de micro-mosaïques. Donc les micro-mosaïques ont été faites à Rome. Et la chose intéressante, c'est que les bijoux étaient faits par les touristes de l'époque. Ce sont des objets pour les touristes. Pour les touristes. Donc, ce sont des souvenirs. Pas plutôt pour les grands voyageurs à l'époque. Pour les grands, oui. Les vedoutes, donc aussi, bon, il y avait aussi des peintres qui faisaient ça, les vedoutes de Rome et des bijoutiers qui faisaient ça pour les aristocrates qui venaient nous voir. Donc il y avait des magasins spécialisés. Ça, Vanessa, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis une grande amoureuse des micro-mosaïques. Je trouve ça extraordinaire, mais j'aimerais vous montrer autre chose, Emmanuel. Oui, c'est aussi l'Italie toujours, et c'est Bulgarie. Et Bulgarie, connu partout, mais aussi Bulgarie, ils rachetaient. Donc ça faisait partie de la collection de Bulgarie. Et donc, c'est pas fait par Bulgarie, mais lui, il rachetait des bijoux en diamant. C'est que c'est une broche trembleuse. Ça veut dire que si ça, vous le mettez, le fleur bouge. Ah bon? Et les diamants scintillent. Donc, oui. Et ça a été fait parce que, donc, quand il dansait, donc, les diamants bougeaient avec la femme. Magnifique. Ce sont des bijoux dynamiques. Oui. D'accord. Des bouquets, des vrais bouquets en diamant. Tu vois, si je l'agite, mais
Et ça faisait partie quelquefois des très grandes branches. Par exemple, l'impresse Eugénie, elle avait une branche de 30 cm. Il faisait partie probablement de quelque chose de plus grand. C'était comme un ornement, Oui, un finalement. ornement, des vins d'écorsage, il s'appelait. Moi, je dois faire un cadeau aujourd'hui si vous avez quelque chose de plus petit. Petit mais précieux. Petit mais Dans le branche Bon, mesdames, il vous reste un exposant. Un exposant, alors on va vous... Alors, La moi je Miche. t'amène, je t'amène chez Gabriel Graet, c'est son univers fabuleux de contes et de fables. Viens. La fontaine. C'est quoi votre univers? C'est ma ménagerie. D'accord, ok. C'est les illustrations des fables, surtout de La Fontaine, en bijoux. Alors ça veut dire que chaque assortiment ou chaque set de bijoux que vous voyez, ça représente une histoire. Ils ont toutes en bronze doré ou argenté, tirées en 5 éditions. Et la première édition, elle est présentée dans une Schatzkammer, au Wunderkammer, parce que je trouve très dommage qu'un bijou, finalement, se retrouve dans une boîte, dans un placard, et on oublie même ce qu'on a. Alors, je voulais leur faire un joli cadre pour qu'on puisse, pendant le porte-pas, exposer sur le mur. Et si on devait parler d'un de vos bijoux? Vous étiez déjà orienté vers celle qui vous intéresse? Parce qu'elle est assez pertinente pour moi. D'accord. C'est les Vous êtes de animaux... quelle nationalité? Allemande. Allemande. Alors je parle tous les trois langues. D'accord. C'est les animaux votent pour un nouveau roi. Parce que le lion, qui est normalement le roi dans l'histoire, est mort. Alors ils votent pour le singe parce qu'il est très drôle. Et tous les animaux se mettent d'accord. Il n'y a que le renard qui se dit « Pourquoi lui ?» De voter pour quelqu'un que pour rigoler. Alors il lui pose un piège. Et il lui dit, mais ça c'est un task très important, moi je n'oserais jamais de m'occuper de ça. Et le singe, il se rend compte que finalement il n'est pas du tout à l'auteur d'être un roi. Et il revote pour un nouveau roi. Et c'est le renard qui devient roi? Non, mais le renard veut la justesse. Et on ne sait pas qui devient roi, mais j'aime bien cette fable parce que je trouve... On est beaucoup dans cette situation dans le monde. C'est pas le renard qui essayait d'enlever le fromage du bec du corbeau. Il ne cherchait pas à devenir roi lui-même. Non, mais il trouve que le roi, de choisir un roi parce qu'il est drôle, c'est pas la bonne chose. Et aujourd'hui... Dans ce salon original, avec des joailliers triés sur le volet, on a vu autre chose que des carats. On a pu admirer des bijoux différents avec une personnalité ou même une histoire. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Ah, notre sélection. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je prendrai la trembleuse Bulgarie. Ah oui, d'accord. Donc pour danser. Exactement, parce que nous sommes là en fin de journée. Pour la joie. Et vous, Delphine? Et Anthony, je crois que j'ai un fait pour la manchette Elitop, la Dame du Lac. Bon, quelles sont vos ambitions pour ce salon? Eh bien, votre rêve, c'est quoi? Parce que finalement, qu'il voyage. Ça a commencé à Monaco, mais vous auriez pu commencer à Genève, à Bien Londres. sûr, bien vous sûr. pouviez faire ça d'où vous Il vouliez. y avait une vraie volonté de le faire à Monaco par rapport à notre histoire et notre attachement à la principauté. Donc c'était important de lancer la première édition de Joya à Monaco, mais on espère que... Pensé par Chris Gattenbein, nous pouvons... On espère qu'on va voyager, que Joya va s'exporter à l'international. Cette édition se clôture sur une note joyeuse. Ah oui, formidable. Ouais. Plus que pour vous, joyeuse. l'indicateur, c'est quoi? C'est pas les ventes, c'est l'affluence, c'est les retombées presse. C'est les retombées presse, c'est l'engouement des gens, le fait que le public apprécie. Puis qu'on ait aussi amené des collectionneurs, des gens dans un autre univers et leur ouvrir une nouvelle perspective, des nouveaux horizons. Et également, il faut aussi que les exposants, voilà, que ça soit aussi intéressant pour eux commercialement, mais surtout voilà, de faire découvrir les joailliers, les créateurs qu'on aime et qu'on a sélectionnés avec beaucoup d'attention. Merci mesdames pour ce moment de joie. Ce que les fondatrices de ce salon voulaient montrer, c'est que le bijou est devenu un objet prisé par les collectionneurs au même titre que les œuvres d'art. Pari réussi, la prochaine édition de Joya est assurée avec même des déclinaisons à Gstaad,
Londres et pourquoi pas New York. Une belle aventure artistique qui aura commencé ici, à Monaco.